à la grande surprise du directeur qui avait déjà annoncé sa mort. Même si Hamilton a perdu la bataille, son évasion a dévoilé les faiblesses du bâtiment des ateliers. Afin de résoudre ce problème, les autorités de la prison déplacent les ateliers pour les installer dans le nouveau bâtiment des industries. Les gardiens peuvent facilement superviser ce bâtiment long et étroit. Ils espèrent que cela mettra fin aux tentatives d'évasion. Pourtant, 20 ans plus tard, en 1962, 3 autres détenus vont vaincre Alcatraz au cours d'une évasion légendaire. Alcatraz était la prison la plus célèbre du pays, si ce n'était du monde. On disait qu'on ne pouvait pas s'en évader. Ça a été la plus grande tentative d'évasion de toute l'histoire des États-Unis. Pendant des années, les détenus ont regardé l'océan et rêvé d'évasion. Pour la plupart, c'est resté un rêve. À 2 kilomètres de l'île, San Francisco est à 8 longueurs de piscine. Un bon nageur peut le faire en 30 minutes. Mais les vagues et les courants peuvent doubler ce temps. Quant aux marées, elles se déplacent à 13 km/h et peuvent emporter un nageur au milieu de l'océan en 20 minutes, bien avant qu'il n'atteigne la côte. L'eau de ces baies est vraiment cruelle. Elle est si froide que même les nageurs du pays n'ont pas réussi à traverser la baie. La température de l'eau ne dépasse pas les 12 degrés. Dans une eau si froide, la température corporelle peut chuter dangereusement en seulement 30 minutes. Généralement, le choc subi par le corps quand on entre dans une eau aussi froide suffit à vous faire renoncer. Ça vous paralyse sur place. Et si vous restez trop longtemps sous l'eau, vous risquez l'hypothermie. C'est vraiment très difficile de surmonter ça. Mais pour l'un des détenus, ce n'est pas un obstacle insurmontable. Frank Morris est un braqueur de banque qui n'en est pas à sa première tentative d'évasion. Il est condamné à 14 ans de prison. Il est enfermé à Alcatraz en 1960. À peine est-il arrivé sur l'île qu'il cherche un moyen de s'évader. En prison, d'autres détenus apprennent à Morris que le béton entourant les conduits d'aération des cellules s'effrite. Il s'avère que l'eau de la baie, le plus grand moyen de dissuasion de la prison, pourrait bien causer sa perte. L'eau salée est entrée dans ces canalisations, ce qui a provoqué cette corrosion. Quand la prison a été construite, les autorités ont fait un choix économique destructeur. Elles ont utilisé l'eau salée pour la chasse d'eau des toilettes. Avec le temps, le sel a rouillé les tuyaux, libérant de l'eau dans le béton. La corrosion en résultant a été catastrophique. L'eau salée s'est infiltrée dans le béton jusqu'à l'acier. Et une fois que la rouille s'est installée, ça s'est mis à gonfler et à effriter le béton. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à tomber. Une autre erreur a été commise lors de la construction de la prison. La brique a été mélangée au béton. Or, la brique agit comme une éponge, aspirant l'eau salée dans les profondeurs de la structure et accentuant la corrosion. On voit bien l'étendue de la corrosion s'est montée jusqu'ici. Vous voyez ce trou? Il s'est agrandi de 2 bons centimètres. Morris joint aux détenus John et Clarence Angeline, 2 frères braqueurs de banque impatients de s'enfuir. Après avoir observé la corrosion, les 3 hommes décident de creuser une sortie dans les murs de leurs cellules. Leur objectif est de sortir de la prison, de courir jusqu'à la mer et de nager jusqu'à la côte. Le premier défi de Morris et des frères Angeline consiste à se procurer des outils pour creuser le béton. Ils se tournent vers leurs camarades de prison. Je les ai aidés en leur fournissant des outils. J'ai pu leur avoir plusieurs tournevis et une petite paire de ciseaux. Morris et les Angeline se mettent au travail en grattant le mur autour des conduits d'aération de leurs cellules. Après quelques semaines de travail, ils retirent la grille et creusent un trou de 35 cm, suffisamment large pour se faufiler à l'intérieur. Ils ont d'abord fait de minuscules trous tout autour avant d'enlever de plus gros morceaux, jusqu'à ce que l'ouverture soit assez grande.
Derrière le bloc C se trouve un couloir de service de plus d'1 mètre de large et parcouru par les tuyaux d'évacuation des eaux usées. Les détenus vont utiliser ces tuyaux pour remonter 8 mètres plus haut sous les faux plafonds de la prison. 2,50 mètres au-dessus d'eux, 8 puits d'aération conduisent directement au toit. Ils sont scellés par des barreaux et du béton, tous, sauf un. Tout ce qu'il leur faudra pour sortir, c'est une scie à métaux. Mais Maurice a un autre problème à résoudre. Comment s'enfuir sans que les gardiens s'en aperçoivent? La solution qu'il va adopter est ingénieuse. Fabriquer de fausses têtes. Pour cela, il utilise des morceaux de savon, du plastique, de la peinture et de vrais cheveux humains. Les 3 détenus les placeront sur leur oreiller et se mettront au travail. Les gardiens verraient ce qu'ils voulaient voir, une tête sur un oreiller. Mais leur plus grand défi reste à venir. Comment vont-ils survivre à cette eau glaciale? Pour cela, ils ont une solution astucieuse. Fabriquer un radeau et des gilets de sauvetage à l'aide d'imperméables fournis par les autres prisonniers. Le 11 juin 1962, après le dernier appel, Frank Morris, John et Clarence Angeline se glissent hors de leur cellule. Une fois dans les combles du bâtiment, leurs efforts sont récompensés. Ils se retrouvent rapidement sur le toit et goûtent enfin à la liberté. Ça a dû être un moment incroyable pour eux. Quand ils se sont retrouvés sur ce toit, ils ont dû se sentir vivants et libres. Aussi silencieux que possible, ils redescendent un conduit d'aération. Maintenant, ils ne sont plus qu'à 220 mètres de la mer. Quand ils y parviennent enfin, ils ne savent plus qu'une chose. La liberté n'est plus qu'à quelques brasses. Très tôt le lendemain matin, lorsque le gardien tente de réveiller John Angeline, ce qu'il découvre est incroyable. Il a fait un bond en arrière quand la tête s'est mise à rouler par terre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a attiré son attention. La découverte de l'évasion déclenche une véritable chasse à l'homme menée par la police et le FBI. On a voulu nous faire croire que les murs d'Alcatraz étaient infranchissables. Mais bien sûr, aucun bâtiment n'est infranchissable. Mais les pistes s'estompent et aucun corps n'est retrouvé dans l'eau, comme s'ils avaient tout simplement disparu. Le mystère n'a jamais été résolu. 17 ans plus tard, le FBI déclare l'affaire classée. Beaucoup pensent que les fugitifs se sont noyés dans cette baie impitoyable. D'autres pensent qu'ils ont réussi à s'échapper. Je crois qu'ils ont réussi à s'enfuir pour la simple et bonne raison que ces 3 hommes sont les seuls à ne jamais avoir été retrouvés. Si on sait ce qui est arrivé à tous les autres, pourquoi on ne sait rien sur eux? Je ne crois pas qu'ils aient réussi. On n'a retrouvé aucun corps dans la baie et aucune trace sur la côte. Ils ont disparu de la surface de la Terre et c'est bien la preuve qu'ils se sont bel et bien enfuis. L'impensable s'est-il finalement produit? Les prisonniers ont-ils fini par vaincre Alcatraz? Les autorités disent qu'ils se sont noyés, mais Frank Morris et les frères Angeline ont bel et bien quitté l'île. Une chose est sûre, rongé par l'eau salée et à court d'argent, Alcatraz est